click, click. This is your Kodak moment. Alors, on se retrouve une fois de plus pour pouvoir parler de NBA, mais vous l'avez vu, le format est un petit peu différent. On vous l'avait annoncé durant le début de saison, on allait essayer d'upgrade un petit peu la qualité de la production, et donc vous voyez, on intègre la vidéo dès aujourd'hui. On verra si c'est pour chacun des épisodes, mais on le fera probablement relativement régulièrement. Le but, c'est aussi que le podcast soit plus agréable pour vous. Et donc aujourd'hui, on va se faire un petit format un peu spécial. On va essayer de regarder quelles ont été les choses étonnantes qu'on a vues sur ce début de saison. Alors, est-ce qu'on sont vraiment étonnantes? On en discutera. Le but, c'était surtout de pouvoir vous parler de certains éléments qui nous ont plu sur ce qu'on a vu dans le début de saison. Et donc, pour cet épisode de Stranger Things, on est avec Enzo. Salut Enzo, comment ça va? Bah, ça va super, et toi, en pleine forme, content d'être là pour un épisode dont j'aime beaucoup le format. Et voilà, je pense que ça va être super cool. Et bah oui, on va pouvoir parler un petit peu de NBA. On va vous présenter le programme assez rapidement. Mais qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ces premiers 10-15 jours là, de NBA? Ça fait du bien un petit peu le retour? Ouais, j'attendais la saison avec beaucoup d'impatience. Je pense que c'était la première fois que j'avais autant d'attentes sur la saison. Et j'étais peut-être un petit peu déçu par les équipes contenders, on va dire les équipes de très haut de panier. Il n'y avait pas forcément de grands chocs, j'ai trouvé, après les premiers jours. Du coup, je me suis peut-être un peu plus réfugié dans les équipes de bas de tableau, quoi. Mais j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des années, c'est vraiment ça qui m'intéresse le plus. Les bas-fonds de la conférence Est, c'est là où je me sens le plus à l'aise. Mais je me suis rapidement mis là. Et puis non, là, ça va être cool. Il y a pas mal de joueurs qui vont revenir de blessures. Il y a les Doncic, les LeBron qui vont revenir. Donc non, ça va être de plus en plus intéressant, j'ai l'impression. T'es plutôt, toi, un gars des top équipes? T'es plutôt celui qui va suivre tout le temps les mêmes équipes, ou à l'inverse, plutôt le bas de tableau? Non, bah comme je viens de dire, je pense qu'avec le temps, je me spécialise entre guillemets de plus en plus vers les mauvaises équipes de la conférence Est, pour une raison que j'ignore vraiment totalement. J'ai pas encore cerné le pourquoi du comment. Tu fais un peu du mal, ouais. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais bon, voilà, les Nets, les Raptors, le Magic, tout ça, c'est ma came, on va dire. Quand avant que je traite beaucoup de basket, bon, dans une autre vie, j'ai traité de football, et j'avais travaillé avec un journaliste local, et je lui avais posé la question, mais ça t'intéresserait pas de pouvoir travailler à l'échelle nationale, tu vois, plutôt sur un média national? Et il me disait, mais moi je trouve assez cool en fait l'idée de suivre une équipe dans le temps et de voir en fait comment elle évolue, et donc de la suivre pendant 7, 8 ans, 10 ans, 15 ans. Ça te permet vraiment d'avoir un contenu qui est très solide. Et je crois que ça m'est resté. C'est pour ça que j'aime bien suivre les mêmes équipes d'une année à une autre, tu vois. Parfois, bon, forcément, on regarde beaucoup d'équipes, donc parfois t'en as une qui t'attire plus qu'une autre. Genre moi, c'était les Bulls par exemple l'année dernière, donc là ça tombe bien, je tombe du bon côté du panier puisqu'il se passe cette saison. Mais j'aime bien avoir une forme de continuité aussi, tu vois, dans les équipes qu'on suit. Ça permet de pouvoir un peu mettre en relief, quoi, tu vois. Je trouve ça fait Ouais, et partie puis il y a un côté d'affection aussi, je trouve, quand tu suis une équipe plus longtemps, qui est difficile à retrouver en NBA parce qu'il y a la distance avec les États-Unis, le fait que, comparé au foot dont tu parlais, on peut aller les voir au stade, on peut avoir une attache avec des joueurs qui viennent de chez nous, etc., qui ont des choses en commun. Là où en NBA, c'est beaucoup plus compliqué, je trouve, d'avoir une vraie attache émotionnelle. Et le fait de pouvoir de chercher à vouloir suivre sur la longueur une équipe, ça permet de travailler là-dessus, et puis d'avoir un peu plus de passion, une passion renforcée, quoi, avec le temps. Bon, ceci dit, ça fait pas du bien à tout le monde d'être fan d'une équipe de foot. Moi, le nombre de fois où je me dis, si on pouvait trouver l'antidote pour arrêter d'être fan de l'OL, j'ai l'impression que ma vie serait plus heureuse. Malheureusement, on ne le choisit qu'à moitié. Enzo, je te propose qu'on annonce un petit peu le programme. Donc, l'idée, c'est qu'on vous parle de choses qu'on a vues durant ces 15 premiers jours et qui nous ont intéressés et dont on aimerait bien discuter. Et donc, au programme de ce Stranger Things, l'idée, c'est donc de parler dans un premier temps, ça sera le gros dossier un peu du jour. On va vous parler de Wemby, autour de la Wemby Mania, parce que là on a quand même quelque chose qui arrive autour de Wemby qui est assez dingue, et on s'était dit que ça serait intéressant d'en parler. Ensuite, on se fera un petit point autour du hit d'Eric Spoelstra, qui a changé sa forme d'attaque, qui est quand même vraiment intéressante. On parlera ensuite de Scottie Barnes, de DeAndre Ayton et des Brooklyn Nets. Et oui, les bas-fonds comme tu dis. Et donc, on va parler des Brooklyn Nets. C'est Enzo qui va vous présenter un petit peu un élément qu'il a trouvé intéressant dans cette équipe. Mais Enzo, si ça te va, je te propose qu'on se lance tout de suite sur notre gros dossier du jour. C'est notre cher Français Victor Wembanyama qui fait un début de saison. Si tu devais avoir un adjectif pour qualifier le début de saison de Wemby, ça serait quoi?
j'ai envie de dire historique déjà. J'en discutais avec des amis et c'est toujours un peu compliqué, je trouve, d'avoir du recul sur l'instant présent, mais j'ai un petit peu l'impression quand même que son opening night face à Dallas, ça vraiment, je pense que ça va rester quoi, dans le temps. L'impact que ça a eu au global sur la communauté, parce qu'il y a pas que sa performance chiffrée, il y a toute la variété de paniers, le changement du jeu, donc justement, on va parler juste après. Je sais pas toi ce que t'en as pensé, mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment marqué. J'ai un pote qui a regardé 3 fois le match en replay après pour vraiment intégrer tout ce qui s'était passé. Donc non, moi, vraiment historique parce que ça m'a marqué quoi. Moi, le premier match contre Dallas, l'impression que j'ai eue, c'est que j'avais jamais vu ça de ma vie. J'avais jamais Ouais. eu, tu vois, cette impression d'autant de variété, d'autant de domination, en fait. Et tout en plus, c'est ça qui est dingue avec Victor, enfin, on va en parler, mais il y a toujours cet aspect à la fois domination et à la fois on voit les marges de progression. T'as l'impression que c'est sans fin, en fait, son potentiel, hein. D'ailleurs, Thinking Basketball a sorti une vidéo, alors là, nous, on enregistre dimanche, c'était Ouais. samedi, en disant est-ce que c'est le plus gros potentiel qu'on ait jamais vu dans l'histoire de la NBA, en fait, Victor, tant on a l'impression qu'il peut faire de choses. Et effectivement, tu as raison, l'écho qu'a eu ce match-là était quand même assez incroyable. On a même vu chez Willou, que vous connaissez peut-être dans le monde foot, Oui. il aime bien faire des formats où il parle de plusieurs choses, et il a terminé un de ces formats-là par le match de Victor Wembanyama contre Dallas, donc sur une chaîne foot, ce qui a absolument rien à voir, ce qui montre quand même, tu vois, t'as raison, l'écho qu'a eu ce match. Et depuis ce moment-là, c'est vrai qu'on voit un Victor assez incroyable. Et du coup, ce qu'on voulait faire, c'était vous faire un gros point autour de Victor sur 2 éléments. Un premier élément, c'est des éléments qui sont plus liés à son évolution individuelle. On sait qu'il a beaucoup travaillé durant l'été, et donc on voulait un peu regarder ce qui nous semble avoir changé, mais vraiment plus sur l'axe, ses skills, sa façon de jouer à lui. Et ensuite, on fera une deuxième grosse partie, sans doute même un peu plus importante, sur son utilisation, pour qu'on voit un peu comment il est utilisé par les Spurs, dont j'ai mangé le nom du coach, si tu peux me le rappeler. Mitch Johnson. Mitch Johnson, à force de l'appeler Mitch, j'en oublie son, Ouais. j'en oublie son nom de famille. Le poteau Mitch. Parce que pour le coup, son utilisation à Wemby, elle a quand même pas mal bougé là sur le début de saison, et il y a des choses intéressantes à en dire. Enzo, je te propose de te laisser la main dans un premier temps sur l'évolution individuelle. On va se faire un peu un ping-pong. Quels sont les éléments là qui t'ont marqué sur son évolution individuelle et la différence que tu vois sur le joueur qu'est Wembanyama par rapport à l'année dernière? Le premier point que j'ai envie de soulever, moi, c'est son footwork et un petit peu toute cette dimension d'horizontalité. On parle beaucoup du coup de verticalité à juste titre depuis l'arrivée de Wemby dans la ligue parce qu'il a des mensurations en termes de hauteur qui sont absolument dingues. Il fait, bon, on connaît toujours pas sa taille, mais environ 2,25 m. Sa longueur de bras, son envergure qui est totalement dingue. Et je trouve que ce que j'ai remarqué sur ce début de saison, c'est à quel point il a aussi réussi à se servir de sa longueur, mais horizontale, notamment avec son footwork. Et plusieurs fois, du coup, on a vu passer des Wemby qui se retrouvent bloqués, que ce soit à 0 degré ou à des endroits assez loin du panier, et qui arrive juste avec un pas à éliminer son défenseur. J'ai un souvenir d'un passage face aux Pacers en pré-saison, je crois que c'était Nesmith le défenseur, mais vraiment impressionnant, où juste avec un step through, il arrive à contourner le défenseur, et puis après derrière avec sa longueur de bras encore à aller atteindre le panier. Et c'est quelque chose que j'ai moins vu par le passé et qui m'a vraiment marqué là sur ces quelques matchs. C'est l'intelligence aussi de penser qu'il n'a pas forcément que la hauteur, mais aussi, voilà, je suis à 4-5 mecs du panier, et en fait, si je tends le pied, j'ai déjà réduit la moitié de la distance, et puis l'autre moitié de la distance, je peux la faire avec mes bras. Et, euh, et ça, c'est un atout que, encore une fois, presque que lui dans la ligue peut se servir. Donc, ouais, vraiment content de ça, quoi. On sait qu'il a travaillé cet été avec Hakim Olajuwon. On va pas rentrer dans le détail de ce qu'ils ont fait parce qu'on n'a absolument aucune idée. En Ouais. tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on voit, c'est que la palette de ses mouvements, elle a quand même largement augmenté. Et effectivement, on le voit beaucoup travailler poste bas sur ses appuis. Son footwork a grandement progressé. Et d'ailleurs, je trouve que globalement, les jeunes joueurs qu'on voit en NBA ont des qualités de footwork qui sont de plus en plus impressionnantes. Tu vois, je trouve quand tu regardes Matthijs Buzelis, quand tu regardes Cooper Flag, enfin, tu as des qualités d'appui et de footwork qui sont vraiment dingues. Et dans le prolongement de ce que tu dis, je trouve que on parle énormément sur les grands joueurs de la qualité tu as raison, de verticalité, c'est-à-dire la capacité à aller chercher la balle haut. Et j'ai l'impression que de plus en plus dans la NBA moderne, ce qui fait la différence sur les très grands joueurs, c'est leur agilité. Parce qu'en fait, l'agilité, c'est ce qui te permet de développer ton footwork, c'est ce qui te permet aussi sur le pick and roll de te resituer pour justement jouer le short roll et soit terminer au cercle, soit faire une passe. Et donc moi, ça va sur le deuxième point qui est plus physique. Je trouve
il a toujours été très agile, Victor, pour sa taille, mais je trouve qu'il a développé une agilité qui est assez dingue. Ça se traduit effectivement, tu as raison, dans son footwork. On voit énormément de séquences où la qualité de ce qu'il fait sur le poste bas, en fait, il n'y a pas grand monde dans NBA qui a cette qualité de mouvement poste bas. Et je trouve qu'on le voit sur un autre élément, c'est son handle. Je sais pas si tu as remarqué, mais son handle, il est quand même un peu plus bas. Parce que Victor, il a un problème, c'est qu'il est très grand, donc forcément, s'il veut dribbler, la balle, elle met du temps à remonter. Et donc, comme elle met du temps à remonter, forcément, il peut être pluck. Enfin, il peut se faire soit intercepter, soit arrêter le dribble assez facilement. Et il fait un truc que je trouve hyper rare, c'est qu'il a baissé son centre de gravité, ce qu'on voit hyper rarement chez des joueurs. Et je sais pas si tu l'as senti aussi, mais il dribble beaucoup plus bas. C'était mon point d'après, justement, où je l'ai vu remonter des ballons dans des forêts d'adversaires, c'est vraiment impressionnant, quoi. Et c'est vraiment, moi, l'action qui m'a le plus choqué de Wemby sur ce début de saison, c'est une remontée de balle face aux Raptors. Où, donc je crois que c'est, qu'importe si c'est face à un panier qui est marqué ou non, mais c'est lui qui remonte la balle et il a plusieurs défenseurs face à lui qui veulent l'empêcher de rejoindre sa partie de terrain. Et il les élimine avec plusieurs dribbles dans le dos. Et personne n'arrive à faire quoi que ce soit en fait parce que le dribble il est efficace comme tu l'as dit, le dribble il est plus bas, il est maîtrisé et quand on voit ça par un mec de sa taille, etc., c'est un peu l'antidote suprême à plein de problèmes. Et puis non, on savait aussi qu'il y avait des problèmes de dribble, notamment sur sa saison rookie. Il avait du mal à accéder au panier. Il était souvent freiné et se retrouvait à tuer son dribble un peu trop loin du panier. Il n'avait pas encore compris forcément la longueur de jambes qu'il avait justement, dont j'ai parlé avant, ou même il était encore arrêté trop loin. Là, je pense que je me suis pas encore trop intéressé à son dribble en détail précisément, mais je pense que sur les prochains matchs, je vais y jeter un coup d'œil encore plus en détail. Et non, je pense que je verrai une vraie différence là-dessus sur le fait qu'il puisse accéder au panier beaucoup plus facilement. Et non, vraiment, ses qualités de porteur de balle en transition, ça m'a vraiment marqué. Ouais. Mais même demi-terrain, tu vois, je trouve qu'on voit des choses qui sont intéressantes là-dessus. Il y a l'action que tout le monde a un peu vue, je crois que c'était contre. Faut que j'arrête de dire Blake Lively, c'est jamais Blake Lively, c'est toujours C'est Derek, ouais. c'est toujours Derek Lively. Il y a cette action qui a beaucoup tourné, tu sais, où il fait dribble entre les jambes, dribble dans le dos, c'était back à 3 points avec la faute qui est assez dingue. Et c'est vrai que Victor, il a toujours eu ce côté dribble un peu délié. On sent l'inspiration de Kevin Durant. Et là où je suis complètement d'accord avec toi, c'est qu'il a réussi à rajouter, par le fait d'être plus bas, la capacité peut-être d'avancer d'un pas de plus en dribble et surtout de se mettre en fait désormais à 2 pas, mais 2 pas dribble arrêté, de pouvoir finir au cercle en fait. Et c'est ça l'énorme différence, je trouve, qu'il y a dans son jeu en isolation. On va revenir dessus, mais dans son jeu en isolation, c'est justement, il arrive à s'approcher un pas de plus par rapport à avant. Et comme il a progressé sur son footwork, parce que je parle du footwork au cercle, mais aussi le footwork pour s'éloigner du cercle, il est très fort, et forcément ça fait un énorme différentiel. T'as vu d'autres choses sur son évolution individuelle, toi, qui t'ont marqué? Non, je pense que moi, de mon côté, j'étais assez complet. Je sais pas si tu veux rajouter une dernière chose avant qu'on passe à la vision un peu plus collective. Ouais, j'ai 2 derniers trucs quand même que je trouve assez notables. Il y a un premier qui va avec tout ce qu'on a dit, c'est la capacité à aller chercher des lancers francs, qui a vraiment up. Est-ce que je pense que c'est un mix un peu de tout. Il a gagné un peu en expérience, il comprend mieux le jeu. Je pense que le jeu est plus lent pour lui et ça se sent souvent sur cette capacité à aller chercher des lancers francs. C'est aussi une extension de la qualité de son footwork qui perd un peu les défenseurs et leur demande tout le temps d'être plus loin et donc d'aller chercher. Mais non, le dernier point, et qui est, moi je trouve presque le point le plus notable, c'est qu'il a gagné en puissance. Il a énormément gagné en puissance, je trouve. Là où il avait tendance à exploser, pour ceux qui connaissent Victor depuis longtemps, quand il était en Jeep Elite, il avait vraiment un profil de joueur contre lesquels il avait énormément de mal. C'était les postes 4 pas très grands, qui le bumpaient très fort, et pour le coup, il explosait complètement. Forcément, il est jeune, donc après, ça progresse avec le temps, et c'est normal qu'il gagne en puissance avec le temps. Je trouvais qu'on avait toujours ce problème-là depuis qu'il était arrivé en NBA, ce qui l'empêchait notamment d'être vraiment bon poste bas. Et je trouve que il a toujours eu des gros flashs sur le face-up, mais là, maintenant, il est même bon dos au panier parce qu'il a énormément gagné en puissance. On l'a quand même vu, par exemple, contre Anthony Davis, qui est quand même un des intérieurs les plus puissants de la NBA, mine de rien. Complètement tenir sur l'aspect puissance et donc tenir là-dessus. Donc, ouais, moi, c'était le dernier point que je m'étais noté sur notre cher Victor. C'était le gain de puissance. Est-ce que tu serais d'accord pour dire que sur ce début de saison, s'il y a un MIP des 6 premiers matchs, mais je suis pas loin de me dire que le MIP des 6 premiers matchs, c'est Victor Wembanyama, tu vois. Tant j'ai l'impression qu'on a un joueur différent.
Ouais, je pense que ça peut se tenir. Surtout, on sait en plus que la NBA, ils aiment bien un peu récompenser les évolutions de star à superstar ou un petit peu les joueurs qui vont aller chercher les crans les plus hauts plutôt que ceux qui vont Ouais. augmenter de plus bas. Et là, je pense que Victor, il est complètement dans ce registre. Et c'est vrai que pour le coup, il y a une vraie évolution, quoi. C'est pas juste un joueur qui va faire plus de stats, ce qui est le cas, mais là, il y a vraiment dans son jeu, collectivement, il y a tout en tout cas pour être là-dedans. Et c'est vrai que j'avais pas encore pensé. Mais après, compliqué s'il va être MVP, quoi. Oui, Le ouais, problème, c'est qu'il est c'est dans l'autre cette sujet. course-là aussi, quoi. Ouais, c'était plus titre totalement anecdotique, mais effectivement, peut-être qu'il sera dans la course au MIP. En tout cas, la progression individuelle, elle est telle que on peut effectivement, on peut commencer peut-être à regarder s'il y aura un sujet Victor MIP. Mais donc, le deuxième gros sujet, c'est son utilisation. À faire un peu de la même façon, on va se passer la balle tour à tour pour essayer de dire un peu ce qu'on voit sur cette utilisation. Enzo, est-ce qu'on est d'accord pour dire, peut-être juste en préambule, qu'on est passé d'une utilisation un peu chaotique de Wemby au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'on essaye un peu de tout lui faire faire, à une utilisation qui est beaucoup plus raisonnée, et là, ça y est, on commence à trouver, c'est l'année 3, on commence à trouver des schémas qui se répètent, on est moins dans, on tente tout et n'importe quoi avec Wemby. Qu'est-ce qui t'a marqué sur son utilisation, là, sur ce début de saison? Bah, je pense comme à peu près tout le monde, c'est son utilisation sur drive. Voilà, à quel point il a recentré son jeu autour de ça, autour de l'accès au cercle. Et on le voit beaucoup plus se chercher à se rapprocher au cercle, ce qu'on demandait, je pense, un peu en général sur les années précédentes. Parce que comme tu l'as dit, il avait une utilisation un peu chaotique dans le sens où je crois que le coaching staff des Spurs l'année dernière le disait un peu de même. Il voulait le tester un peu à 3 points en essayant des pull-ups, des catch and shoot, etc. Il avait un peu le feu ouvert dans ces zones-là. Aujourd'hui, c'est totalement différent et c'est vraiment recentré autour du panier. Et qu'est-ce que c'est efficace, qu'est-ce que ça marche, qu'est-ce que c'est une bonne idée, quoi, parce que il a vraiment la qualité de dribble pour accéder au cercle. Enfin, il a tout et on le voit vraiment. Bah, parfois même c'est un peu surprenant, je trouve, de le voir presque à moitié ouvert parfois à 3 points et de se dire non, ok, je fais ma feinte et puis je décide d'accéder au cercle pour être plus efficace, tout simplement. Et ces choix, ils sont juste excellents pour le moment. Et ouais, il est absolument indéfendable sur ce début de saison dans les drives. Il y a vachement de patience hein, dans son jeu, t'as Mm. raison, on l'a pas noté avant, mais effectivement, il y a une sensation de patience qui est assez importante. Je trouve que dans la mise en situation de ces drives, ce qu'on voit plus que ce qu'on voyait avant, c'est notamment la mise en place de jeux d'isolation. J'avais pas l'impression, avant j'ai l'impression que Victor, on avait beaucoup le phénomène un peu de se dire on a envie de voir du pick and roll autour de Victor, et là on a l'impression que Mitch, je vais continuer à l'appeler Mitch, que Voilà, Mitch Pjanic. s'est dit en fait j'ai moins envie que la décision elle vienne de ses coéquipiers. J'ai plus envie que ça soit à lui d'initier le jeu. Et j'ai l'impression qu'on a beaucoup de sets qui sont lancés en fait pour assez vite dans la possession faire en sorte qu'il soit balle en main et qu'on le mette dans des situations d'isolation, tu vois, avec des quarts de terrain. On voit énormément de face-up à 4-5 mètres du cercle où il récupère le ballon et en fait on lui laisse beaucoup de temps pour opérer. Est-ce que tu trouves aussi qu'on voit beaucoup d'isolation? Je sais pas si tu as noté, je sais pas ce que tu en penses, moi Ouais. j'ai l'impression qu'il y a très peu de pick and roll par exemple, tu vois. Bah ouais, pour l'isolation, je te rejoins. Il y a énormément de sets en horns pour lui qui sont faits. Du coup, les horns, c'est deux joueurs dans les corners, deux joueurs en tête de raquette et puis un porteur de balle. Du coup, ce qui libère forcément l'accès au panier vu qu'il n'y a aucun joueur dans cette zone-là. Et du coup, avec souvent Castle qui vient donner la balle à Wemby, qui lui, du coup, est sur le côté droit en tête de raquette. Donc avec le côté du terrain sur la droite qui lui est ouvert et la gauche aussi. Et avec un bon shooter, du coup, dans le corner droit à une passe près, du coup, pour sanctionner s'il y a une aide qui vient à ce moment-là. C'est souvent Harrison Barnes ou Keldon Johnson aussi parfois. Et ouais, du coup, dans ces cas-là, comme tu dis, il a vraiment un grand espace avec du jeu qui est fait aussi off-ball, avec des écrans pour Vassell, etc. Ce qui attire le côté faible sur l'attaque. Et puis lui, bah, il a la ligne de drive qui est ouverte. Et on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup ce set-là. Moi, je m'attendais pas vraiment à ce qu'on ait une telle volonté de le mettre vraiment dans cette bonne situation-là. C'est un set, en tout cas, qui marche énormément sur le début de saison. Et, et ouais, qui est exclusivement fait pour lui et aussi pour mettre en valeur Vassell off-ball parfois. Ce qui est intéressant, je trouve, autour de cette utilisation, c'est que le fantasme qu'on avait autour de Victor était peut-être un peu pour tout le monde de se dire, en fait, il faut lui trouver un très bon partenaire de pick and roll.
parce qu'en lui trouvant un très bon partenaire de pick and roll, il va pouvoir se rapprocher du cercle, et en fait, sa taille et sa finesse au cercle vont faire la différence. Mais on a quand même constaté l'année dernière que Victor avait un... S'il y avait un défaut à donner à Victor, il n'y en a pas qu'un, mais s'il y en avait un, je trouve que c'est sa qualité de pose d'écran, qui est vraiment pas très bonne, pour le coup. Et je trouve hyper intéressant, tu vois, de voir que les Spurs se sont dit, bah, on va changer un peu l'angle, et on va plutôt aller vers du Victor balle en main. En fait, t'as une utilisation, moi je trouve, qui ressemble beaucoup à un espèce de mix entre Embiid, l'année où il est MVP, et Kevin Durant, tu vois. C'est-à-dire qu'on va beaucoup voir Wemby sortir d'écran pour récupérer la balle avec un petit peu d'avance. Ça, c'est ce qu'on voit énormément avec Kevin Durant. Mais du coup, on n'est pas du tout sur du pick and roll. Ou alors, on voit énormément un peu ce que tu as décrit, des horns ou du jeu post-bas, où on lui laisse vraiment un quart de terrain pour opérer. Et ouais, j'ai l'impression que c'est la principale différence, tu vois, qu'on a dans son utilisation par rapport à ce qu'on avait l'année dernière. Ouais, exactement, j'ai noté un peu les chiffres d'utilisation de Wemby en pick and roll dont tu as parlé justement. Il est à moins de 2 pick and roll par match en tant que porteur de balle et il est à tout juste au-dessus de 2 en tant que poseur d'écran. Donc c'est vraiment faible, surtout pour un joueur de sa taille, comme tu as parlé. Si on veut un exemple, on a plusieurs joueurs qui sont autour de 5 en tant que poseur d'écran, que ce soit des Sabonis, des Zubac, etc. Donc ouais, c'est vraiment très faible. Après, il y a aussi l'absence de De'Aaron Fox, je pense qu'il peut rentrer dedans. Le fait que ce soit vraiment un meneur qui a l'habitude de jouer sur pick and roll aussi, même s'il y a d'autres meneurs qui sont là dans l'effectif. Et je trouve ça très intéressant, en tout cas, le fait qu'il soit moins utilisé sur pick and roll. Comme tu l'as dit, je cherchais à le mettre en mouvement. Ouais, dans l'ensemble, je suis vraiment satisfait de ce qui est proposé par le coaching staff des Spurs là-dessus. Et ouais, j'ai envie que ça dure le plus possible. Je trouve qu'il y a un autre point du coup qui est intéressant autour de cette utilisation, c'est que Wemby est tellement au centre du jeu, mais même au centre du ballon, que du coup la défense elle est extrêmement concentrée sur lui. Et du coup, ça lui crée un autre phénomène qui est un phénomène de gravité, qui est hyper impressionnant. Et je sais pas si tu l'as noté, mais je trouve que par exemple Stephen Castle, il se retrouve à avoir énormément de lignes de drive qui sont complètement ouvertes parce que la défense a tellement peur de Wemby que du coup, dès qu'elle a un choix à faire, elle choisit toujours de le prendre à deux en fait. Et parfois, à tel point que c'est même sans ballon qu'elle choisit de le prendre à deux, et du coup, ça donne énormément d'espace voilà, à Castle et Harper sur les accès au cercle, qui sont des joueurs qui n'ont pas un très bon shoot pour le coup, mais ça crée une autre forme de spacing parce que du coup, ça libère énormément d'espace à la raquette. Et j'ai l'impression que ça, c'est quand même aussi lié au fait que on le met tellement au centre du ballon que le peu de fois où il n'a pas le ballon, en fait, il y a énormément d'espace pour les autres, quoi, tu vois. Ouais, mais j'ai le souvenir d'une fois aussi où, face aux Raptors, il a carrément été pris à 3, ou du moins, il était à 3 points, et puis il pose juste un dribble pour faire son drive. Il entame à peine, du coup, le processus de drive, que je vois 3 joueurs qui réagissent, Ouais. un peu à la manière je crois que c'était le pack de line face à Yanis, où on voulait vraiment faire un mur, mais lui, qui, pour le coup, était vraiment un peu plus bas, pas plus bas sur le parquet. Là, c'était vraiment en tête de raquette, où on avait 3 défenseurs qui voulaient vraiment se bloquer, vraiment. C'est même plus que des stunts, du coup, c'est même pas on veut bloquer l'accès au drive, c'est qu'on veut même pas lui laisser l'espoir de pouvoir driver, pouvoir le faire lâcher la balle plus rapidement. C'est un mélange entre des stunts et des prises à deux. Et ouais, ça m'a vraiment marqué, c'est même une gravité folle. Puis derrière, justement, il avait pu lâcher la balle assez rapidement vers un shooter qui avait pu sanctionner. Mais oui, en tout cas, tout ça va forcément bénéficier aux joueurs qui est autour de lui. Et on le voit déjà sur le début de saison avec d'excellents joueurs autour de lui qui en profitent. Mais d'ailleurs, le pack de line, comme tu dis, de Yanis, ce qui était marrant, c'est qu'il était surtout sur contre-attaque. Là, en fait, Wemby, il est tellement dominant demi-terrain qu'on le voit même sur du jeu arrêté, quoi. Et c'est ça que je trouve aussi, tu vois, dans ce que tu dis, assez dingue. Toutefois, j'ai l'impression et je pense que le retour de Fox lui fera du bien, que les équipes ont déjà commencé un petit peu à comprendre comment, non pas l'annihiler, mais comment limiter un peu son impact. On a vu contre Dallas un jeu avec énormément d'isolation où Dallas a voulu dans un premier temps laisser Anthony Davis face à lui. Dès le deuxième match, les Pelicans, ils ont changé un peu de façon de faire. Ils ont mis un corps très fort face à lui, c'est Zion, pour pouvoir justement limiter un petit peu sa capacité à aller au cercle, et énormément d'aide dès qu'il y a un dribble. On sent que l'objectif autour de Wemby, c'est absolument lui faire arrêter son dribble, parce que là, ça sera physique. Il a beau descendre sa gravité, ça sera toujours le cas. Il va avoir du mal à, de toute façon, arriver à poser son dribble. Et on a vu Toronto le réutiliser, c'est pour ça que dans le match contre Toronto, il prend 8 tirs, alors après il va pas mal le lancer, mais il prend 8 tirs. C'est parce qu'en fait son dribble est énormément arrêté, et probablement qu'avoir un Fox
autour de lui pour justement peut-être remettre un peu de pick and roll, ça va l'aider. On a vu aussi Miami d'ailleurs le faire avec Davon Mitchell qui était beaucoup sur lui et qui arrêtait très rapidement son dribble. De la même façon, c'est peut-être la seule limite qu'on a pour l'instant autour de Wemby. Moi je trouve qu'il y a un dernier élément que je trouve cool. C'est que depuis le début de sa carrière, il est vraiment utilisé sur les 3 niveaux, défenseur, scoreur, playmaker. Je sais pas si tu es d'accord, mais je trouve qu'on le voit beaucoup moins dans des schémas de lecture de jeu compliqués. Et donc on lui demande beaucoup moins d'être un playmaker. D'ailleurs, on a vu assez peu de pick and roll inversé, alors qu'on aurait pu imaginer qu'il y en ait beaucoup. Tu as donné la stat. Et globalement, ça, je trouve que c'est un point intéressant. J'attendais ça quand même, qu'à un moment donné, les Spurs le mobilisent moins sur le playmaking. Parce qu'à un moment donné, le cerveau peut pas tout faire, quoi. Il peut pas être mobilisé sur le scoring, sur la défense, sur le playmaking, c'est pas possible, quoi. Ouais, je suis d'accord, surtout que on avait vu en fin d'année dernière parfois des matchs où il était un peu fatigué. Je crois Ouais. qu'il avait même dit de lui-même que le rythme était parfois encore un peu trop élevé. Bon, c'est normal, c'était sa deuxième saison seulement, mais je te rejoins là-dessus sur le fait que ça peut être que bénéfique de le recentrer un peu et de sans doute l'utiliser un peu moins intellectuellement, de forcément, comme tu l'as dit, l'utiliser défensivement en tant que playmaker et en tant que scoreur. Je pense que l'impact de concentration doit être absolument dingue. Et ne serait-ce que pour le reposer sur un des points, ça peut être utile. Et puis aussi, l'utiliser le moins sur pick and roll inversé, comme tu as dit, ça permet aussi de faire en sorte qu'il soit moins face à une de ses lacunes, je trouve, qui est le switch. Je le trouve encore assez avec des défauts pour attaquer le switch. Tu as parlé des Je joueurs suis un peu d'accord. plus petits, que ce soit Zion, que ce soit Davion Mitchell aussi. Et ouais, forcément, ils sont beaucoup plus à même d'arrêter son dribble. Et même s'il a encore progressé là-dessus, dans des façons de balles arrêtées comme ça, de demi-terrain, c'est forcément plus compliqué que les transitions où il a plus d'espace, comme j'ai parlé juste avant. Mais ouais, si on peut un peu éviter qu'il se retrouve face à des switches et parfois un peu en difficulté en stoppant le jeu et obligé de reset l'action un peu trop loin du panier, je pense que ça peut être une bonne idée. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Tu voyais d'autres choses sur son utilisation ou pour toi on a fait le tour? Non, juste une petite précision quand même sur les Spurs qui ont quand même joué pas mal d'équipes assez faibles. Donc moi j'ai hâte de les voir dans un contexte collectif un peu plus global face à des meilleures équipes parce qu'ils ont quand même joué les Mavs, ils ont joué les Nets, ils ont joué les Raptors qui sont toutes PS. des équipes ouais, voilà exactement qui n'ont pas fait les playoffs l'année dernière et qui sont en difficulté sur ce début de saison. Donc là il a joué le Heat assez récemment qui est une bonne équipe mais voilà, j'ai hâte de les voir face à des adversaires un peu plus compétitifs, plus récemment. Et voilà, ça va être très cool de suivre tout ça une nouvelle fois. Ouais, et moi j'attends aussi le retour de De'Aaron Fox parce que je trouve que enfin, je crois beaucoup dans leur pick. Je trouve qu'ils ont des qualités très complémentaires. Pour le coup, je trouve que la vitesse de Fox devrait être un switch killer parce que souvent Wemby a des joueurs très grands face à lui. Encore plus il peut pop. Enfin, je pense que ça peut être vraiment un duo assez cool et on verra ce que ça donne. Peut-être juste dernière question pour conclure. Moi j'avais dit Wemby MVP. Est-ce que après 10 jours c'est ton favori pour être MVP ou est-ce que t'as vu quelqu'un d'autre où tu t'es dit ah non peut-être que lui ça sera encore devant? Je pense que, ouais, à l'heure actuelle, en plus, on sait que la NBA aime bien récompense aussi le bilan collectif. Pour l'instant, ils sont en 5-0. Donc, si on doit vraiment me parler d'instant T uniquement, avec le côté surprenant, le côté presque historique, comme on a vu, ouais, je pense que Wemby, il est largement au-dessus de la concurrence pour le moment. Je pense qu'on aura un duel sur l'ensemble de la saison entre Wemby et Lucas. Lucas, je le trouve vraiment, c'est un peu n'importe quoi, son niveau de jeu. Mais effectivement, Wemby est assez incroyable. Et donc, on y est déjà. On y est déjà au moment où Wemby est une arme pour vous faire gagner un titre. Et donc, il n'y a plus de temps à perdre, quoi. Il faut l'entourer. Parce que clairement, le niveau de joueur est suffisant pour aller jusque-là. Enzo, je te propose qu'on passe à notre deuxième sujet. Je pense qu'on a fait un bon tour sur Wemby. On est curieux aussi d'avoir en commentaire votre avis sur notre cher Victor Wembanyama et sur ce que vous aviez vu et éventuellement si vous avez des questions. Deuxième sujet, Enzo, je te propose qu'on parte côté Est au Canada. Et je crois que tu voulais nous parler un peu de Scottie Barnes qui fait partie de tes joueurs un peu chouchou d'ailleurs, je crois. Ouais, exactement. C'est un des joueurs dont j'ai préféré suivre le développement. Donc, j'adore suivre les matchs pour une raison encore un peu surprenante parce que c'est un joueur avec plein de défauts d'une équipe de la conférence Est qui se cherche depuis des années. Mais voilà, on est un peu dans mon cliché et moi, ça me va très bien. Et non, je voulais parler de Scottie Barnes parce qu'il y a un joueur qui est différent depuis le début de saison.
et différent dans le positif et je trouve que ça fait plaisir parce qu'on en avait parlé justement dans un épisode sur les Raptors entre autres avant le début de la saison qu'on voulait voir un Scottie utilisé différemment et pour bénéficier au mieux sur le collectif et c'est le cas je trouve sur ce début de saison. Euh, c'est un rôle qui lui convient beaucoup mieux avec beaucoup moins de responsabilités notamment où je trouvais que l'an passé il avait beaucoup trop de ballons en main, là où c'était pas forcément sa qualité première de scorer avec le ballon en main notamment. Là, il est passé de 28 à 24% d'usage sur ce début de saison. Donc c'est pour l'instant très cool. En tout cas, moi, c'est ce que je voulais voir. Et le fait aussi qu'il y a Jakob Poeltl qui soit absent sur ce début de saison, ça permet aussi de libérer beaucoup d'espace à l'intérieur, que ce soit offensivement, que ce soit défensivement, et c'est évidemment positif pour lui. Après, pour le collectif, ça c'est autre chose. On a des Raptors qui sont un peu en difficulté sur ce début de saison, mais voilà, déjà ne serait-ce que par le fait qu'il ait moins de ballons, qu'il y ait plus d'espace à l'intérieur, je trouve ça vraiment cool de voir un Scottie un peu plus recentré sur ses qualités et moins sur ce qu'on aimerait voir de lui jusqu'à présent. Oui, parce que c'est vrai que dans ce roster-là, par rapport à l'année dernière, il y a deux joueurs un peu nouveaux qui sont des gros initiateurs de jeu. C'est quand même Quickley et Brandon Ingram qui peuvent, notamment demi-terrain, beaucoup récupérer le ballon. On sait qu'autour de Scottie Barnes, ça a été assez compliqué hein, d'ailleurs sur Scottie Barnes de vraiment définir son profil. On sait même qu'en saison 2, il y a eu la question qui s'est posée d'essayer de le développer un peu en meneur de jeu, ou en tout cas, probablement que c'était pour imiter un peu ce qui avait été fait avec Giannis, pour le faire progresser balle en main. Et moi c'est rigolo parce que on a eu une discussion tous les deux cette semaine où moi je te disais, alors je vais pas dire les termes que j'utilisais, mais moi je te disais j'aimerais bien qu'il oublie pas qu'il va vite et que pour le coup il est capable aussi de jouer en transition assez rapidement et que je trouvais que son jeu s'était beaucoup ralenti. Et toi tu m'as dit ouais mais je crois que c'était le problème en fait, qu'il jouait trop vite. Tu voulais me dire quoi exactement là-dessus? Ouais, il y avait pas mal au moment donné, je suis d'accord avec toi, de comparaison, enfin, en tout cas d'espoir qu'il devienne un peu un Yanis, parce qu'il a des qualités un peu similaires, mais je trouve qu'il a surtout un énorme défaut que n'a pas Yanis, c'est son footwork. Et D'accord. il est excellent, je trouve, pour finir au cercle quand il est servi au poste. Je le trouve vraiment bon, surtout cette saison. Il a pas mal de touchés, plus que ce qu'on pourrait croire. Il peut finir un peu il a quelques moves sur hook, dans des hook shots, etc., que je trouve plutôt pas mal. Donc, il a un peu dénigré de ce côté-là sur sa finition au cercle, parce que aussi, justement, on cherche trop à l'utiliser en mouvement. Je vois pas comment est-ce qu'il pourrait s'améliorer du tout au tout à l'avenir parce qu'il a vraiment des gros problèmes de footwork où il a de la vitesse là-dessus. C'est un joueur qui est quand même rapide, qui est grand, qui a des bras très très longs, qui est costaud aussi. Donc il y aurait tout, on pourrait se dire, pour l'utiliser sur des get action, pardon, ou le fait qu'il arrive lancé dans la raquette. Mais là-dessus, non, je le trouve vraiment pas assez bon. Pour le coup, je vois pas de progrès sur ce début de saison dans ce registre-là. Et non, trop souvent, il s'arrête du coup trop loin du panier et est obligé de finir sur des flotteurs, là où il n'est pas forcément très efficace dans cette zone-là. Ou sinon, non, j'ai souvenir de plusieurs fois cette saison où en transition, il arrive et il va à moitié provoquer des passages en force ou se retrouve un peu bloqué par le défenseur sous le panier parce que justement, il n'avait pas réussi à ralentir correctement ou à placer ses appuis pour terminer du bon côté du panier. Et ouais, je pense que l'espoir de le voir un peu dans un registre à la Yanis, il est totalement oublié. Puis il faut qu'il se recentre là où il a plus de qualité. C'est vrai qu'autour de Scottie Barnes, il y a eu un vrai sujet effectivement de recherche de ce qu'il est et de recherche de son profil. En début de carrière, ce qu'on aimait bien, c'était son côté un peu joueur gadget, du coup qui était souvent proche du cercle. Après, il a été un peu moins entouré avec des forts joueurs. On a vu beaucoup commencer à développer du pull-up et du jeu vraiment d'autonomie demi-terrain. Et d'ailleurs, dans la pré-saison, il prenait énormément de tirs, ce qui était un peu inquiétant. Moi, j'ai l'impression qu'il s'est un peu rapproché du cercle aussi, notamment en laissant un peu plus initiation à Brandon Ingram et à Quickley. Toi, tu trouves que la bonne utilisation de Scottie Barnes, c'est quoi? Ça doit ressembler à quoi une bonne utilisation de Scottie Barnes? Mais c'est un peu justement ce qu'on a sur le début de saison, c'est pour ça que je voulais en parler, c'est qu'on a un joueur qui est beaucoup moins responsable de sa propre Ouais. création. Ça se voit dans les chiffres où il a jamais été aussi peu assisté sur ses paniers, mais c'est vraiment flagrant. Là, j'ai les chiffres sous les yeux, mais il a assisté sur 70% de ses paniers. Donc en gros, voilà, il score par lui-même sur 30% de ses paniers. Et les chiffres sur les années précédentes, c'était 50, 56, 40, 54 pardon, et 48. Donc la différence, elle est vraiment D'accord. énorme. Donc ce qui prouve qu'il y a une vraie volonté du coup de l'utiliser plus
comme un joueur off-ball notamment, avec beaucoup plus de poses d'écran aussi de la part de Scottie Barnes. Donc je pense que c'est aussi lié à l'absence de Jakob Poeltl, qui est le pivot titulaire de cette équipe. Mais j'aimerais que ça continue dans ce registre-là quand Jakob reviendra. Et puis là où c'est encore plus flagrant, c'est sur les tirs assistés au cercle, du coup, où il est à 80%, là où les années présentes, il était à 57, 53 et même 46 sur sa saison rookie. Et quand on sait que c'était sa difficulté principale d'accéder au cercle, avec toutes les difficultés que j'ai évoquées juste avant, cette année, elles sont un petit peu gommées et on voit que quand il est servi dans ces conditions-là, il arrive à être performant. Et moi, j'en suis ravi. C'était un peu ce que je voulais voir. Pour l'instant, ça l'est. Et puis, il y a aussi le fait qu'il ait totalement supprimé le pull-up de son registre de jeu. C'était pas un bon shooter. On avait un peu espoir aussi là aussi que ça se développe un peu plus. Pour l'instant, il s'est recentré autour du catch and shoot avec des tirs qui sont très simples. Il a des joueurs qui sont meilleurs que lui désormais dans l'effectif, que ce soit Ingram, Quickly. Pour l'instant, il a un début de saison compliqué, mais ouais, un joueur qui est encore une fois beaucoup plus recentré dans ses qualités et ouais, très content de voir qu'il prend plus de pull-up. Je pense que c'était ma principale zone d'énervement dans les ligues l'année dernière, c'était les pull-ups de Scottie Barnes. Donc maintenant, ça m'en fait une de moins, c'est plutôt cool. Ouais, et puis je pense que il faut aussi souligner ces joueurs qui sont capables de changer leur utilisation. Je pense que c'est quelque chose de très compliqué de bouger d'utilisation parce que les joueurs, au-delà d'être des joueurs avec des qualités, c'est aussi des joueurs avec des profils. Je pense forcément à Banchero, même si ça commence à être un peu mieux, mais je pense forcément à Banchero en fait, tu vois, par exemple, qui a beaucoup de mal à changer son type d'utilisation. Et effectivement, je trouve que Scottie Barnes, on a toujours senti en plus ce côté joueur collectif, capacité à s'intégrer dans un collectif, à aussi euh, être assez smart en fait dans la façon de se développer. Je trouve ça cool et effectivement, il est pas mal entouré. Dernier élément que je trouve intéressant autour de ce qui se passe côté Toronto, c'est que je sais pas si Jakob Poeltl c'est leur meilleur joueur, probablement pas, mais c'est vraiment un bon pivot. C'est vraiment un très bon pivot et c'est un pivot que tu as envie d'avoir sur le terrain. Et en même temps, je trouve que Scottie Barnes, c'est une des meilleures armes de défense de switch. Et je pense qu'il faut qu'ils arrivent à trouver un équilibre dans leur rotation, mais ils ont la possibilité quand même d'avoir une espèce de double option défensive, avec soit du jeu en drop autour de Poeltl, soit du jeu en switch de Scottie Barnes, tout en sachant que offensivement, ils sont pas hyper compatibles tous les deux. Je trouve que tu vois, il y a un vrai truc à réussir à tâtonner autour des deux, mais qui en même temps ouvre une perspective intéressante pour eux. C'est une équipe quand même qui, je pense, vise le top 7, top 6 de la conférence Est, qui est assez faible, qui dépense énormément d'argent, qui s'est renforcé cet été, et je trouve que c'est une perspective intéressante pour eux, quoi. Ouais, je te rejoins sur le côté qu'ils ils sont pas forcément complémentaires, en tout cas même avec le reste de l'effectif où il y a pas mal de joueurs qui ont besoin d'espace à mi-distance, qui ont besoin d'espace au cercle. On rappelle qu'ils ont R.J. Barrett, qu'ils ont rajouté Brandon Ingram cette année, qui prend un nombre de mi-distance absolument colossal. Et si on rajoute un peu un Poeltl là-dedans, ça va forcément rajouter des défenseurs qui vont pouvoir venir en aide un peu plus facilement sur les joueurs qui ont besoin justement de cette zone à mi-distance. Pareil pour Scottie Barnes, qui est du coup un peu leur plus gros contrat, le joueur qui était ces dernières années la figure de proue un peu en termes de marketing, etc. Et je pense qu'avec un Jakob Poeltl qui va venir rajouter du monde dans la raquette, j'ai du mal à voir le côté viable de tout ce monde-là. Donc sur le début de saison, il était absent. Et c'est vrai qu'offensivement, ça peut être que positif, même si, encore une fois, Jakob Poeltl est un bon joueur. L'utilité et la complémentarité avec le reste de Toronto, elle me saute pas aux yeux. Et même si, ouais, comme tu en as parlé, pour les line-up de Switch notamment, on a vraiment du positif parce que du coup, son remplaçant, ça a surtout été Colin Murray-Boyles, le rookie, qui a des qualités de Switch vraiment excellentes. Et on a vu beaucoup de line-up de Switch justement sur ce début de saison côté Ouais. Toronto, en rajoutant les Jamal Shed aussi, qui est un bon défenseur extérieur notamment, etc. Donc ouais, d'avoir comment est-ce que Poeltl va être réintégré dans cet effectif quand il reviendra. On sent effectivement qu'il y a un potentiel à aller chercher autour de Murray Boyles, Scottie Barnes et Brandon Ingram sur le front de court. Et qu'en tout cas, ils ont envie de le faire parce qu'ils ont mis quand même Murray Boyles très très tôt starter pour le coup. À la première occasion, ils l'ont mis starter et donc on verra ce que ça peut donner. Donc, les Toronto Raptors qui sont en combien? J'ai même pas en tête quel est leur bilan. Ils sont en 2-4, il me semble, Ah, en de 2-4, défaites ok. et 4 victoires. Ça manque un petit peu de victoire pour l'instant, mais bon, ce n'est que le début de saison. On verra ce que ça va donner. Je te propose, si ça te va, qu'on reste dans la conférence Est et qu'on parle un peu d'un autre tube, parce qu'on a parlé du tube Wemby, un autre tube de ce début de saison. C'est pas les Bulls, c'est le Miami Heat. Et mon cher Enzo, Eric Spoelstra is back.
Ça y est, on a le retour des grandes manœuvres d'Eric Spoelstra et des grandes innovations d'Eric Spoelstra, notamment du coup avec Miami, avec un changement de style de jeu qui est assez spectaculaire, puisque Miami, qui était la 27e pace de la ligue l'année dernière, est sur ce début de saison à la première pace de la ligue, bon alors avec une pace qui est totalement délirante, mais c'est des petits volumes, ça vaut pas grand-chose, ils sont à 107,3 de pace, ce qui est totalement délirant pour le coup. D'ailleurs, sache que la pace n'a jamais été aussi haute en NBA. Ça vaut rien, c'est des petits volumes, je sais bien. Enfin, quoique, il y a quand même pas mal de matchs, parce que tout le monde joue 6 matchs, donc ça commence à faire des volumes. Depuis 1987, on est à 100,8 de pace. Tout le monde joue très vite. Donc, je veux juste mettre en regard ça pour dire oui, Spoelstra joue beaucoup plus vite, mais tout le monde joue très vite. Mais ce qui est étonnant autour du Heat, c'est que pour le coup, ça a fortement bougé. Cette équipe qui jouait assez lentement joue désormais très très haut, et en plus c'est pas impacté par un taux de rebond offensif qui est spécialement haut parce qu'ils sont 25e au pourcentage de rebond offensif, donc c'est vraiment pas lié à ça, c'est plus lié à des éléments qui sont des éléments vraiment liés à des choix de jeu en attaque. D'ailleurs, petite question pour toi, donc le Heat est à 107,3 de pace, les Suns de 2006, qui est le run and gun 8 seconds or less, à ton avis, c'était à combien de pace? Étant donné que, ouais, comme tu l'as dit, c'est un peu la référence dans ces années-là du jeu rapide, mais on est aussi à cette période-là, du coup, dans la période la plus lente de la NBA. Ouais. Donc je pense que la différence, ça peut être dingue. Je sais pas, j'ai envie de dire, je connais pas trop les chiffres d'habitude de la pace, mais on va enlever 5 points, on va dire à 112 par exemple. Non, ils étaient à 96,82 de Ah oui, pace. non, c'est dans l'autre sens, bah oui. Dans l'autre sens en Je me plus. suis trompé. Et donc on est à 11 d'écart, et ce qui est même plus bas en fait Ok. que ce qu'était Miami l'année dernière, ce qui vous renvoie un peu aux questions de jeu. Et d'ailleurs, je vous renvoie au podcast qu'on a fait avec Jérém sur la comparaison des époques, qui vous intéressera là-dessus. Mais donc on a une pace particulièrement élevée, et donc deux axes très forts sur leur attaque. Le premier, c'est l'attaque des débuts de possession, qui est quelque chose que Miami n'a jamais fait. Ils sont hyper agressifs sur les attaques de début de possession, et notamment sur les paniers encaissés, où ils ont clairement volé un peu ce petit truc aux Pacers. Tu sais, les Pacers adoraient faire ça, ces paniers encaissés. On attaque tout de suite le jeu avant que l'effectif d'en face soit en place. Je pense qu'ils le font pour deux raisons. Je pense que la première raison, c'est qu'ils ont quand même un effectif, je sais pas ce que tu en penses, mais qui est assez faible en fait offensivement. Si tu regardes le roster du Heat, ça manque. En plus, Tyler Hero est blessé, donc ça manque clairement d'une star pour pouvoir alimenter les points. Et donc, ils essayent d'insister plutôt sur ce côté-là et d'insister sur des rosters qui sont très athlétiques. Pour le coup, ils mettent en place des 5 qui sont souvent extrêmement athlétiques pour alimenter ce jeu de contre-attaque. Et je pense que le deuxième point, c'est quand même autour de Davion Mitchell, qui est leur meneur de jeu, qui est un très bon défenseur. J'ai l'impression que, alors ça dépend de quel côté on se positionne, mais quand tu es du côté de l'équipe adverse, tu as tout à gagner à ce que Davion Mitchell ait à initier des attaques de demi-terrain. Quand bien même, on va pas dire que c'est un problème. Quand tu vas être fan de Miami, tu vas pas dire Davion Mitchell est un problème. Il n'en reste que quand tu es l'adversaire, tu as envie en fait d'être dans des situations de jeu arrêté où c'est Davion Mitchell qui doit initier le jeu. C'est un bon driver, mais c'est pas un générateur de jeu élite. Et donc, on a ce phénomène d'attaque assez massif des débuts de possession. Qu'est-ce que tu en penses toi de cette attaque du 8? Après, je passerai sur le deuxième point, et notamment sur ces attaques de début de possession. Non, c'est vraiment très surprenant, comme tu l'as dit. Depuis des années, on n'était pas forcément habitué à ça du côté de Miami. Et les innovations venaient plutôt de la défense, avec un Eric Spoelstra qui était très adepte de la zone, etc., précurseur dans le milieu. Et c'est vrai que j'ai vraiment été surpris. Et notamment aussi par les joueurs qui sont utilisés. Tu as parlé de Davion Mitchell, qui est toujours du coup titulaire, qui a un gros temps de jeu dans cette équipe-là. Mais il y a aussi pas mal de joueurs un petit peu plus discrets d'habitude, qui ont pas mal de temps de jeu cette année. Je pense à Drew Smith, qui est un joueur intéressant, très athlétique aussi, comme tu as dit, et que je trouve vraiment très bon sur ce début de saison. Et qui vient parfaitement dans ce jeu de vitesse, qui est un meneur petit, mais aussi très rapide, et qui complémente parfaitement cette équipe. Et ouais, on va parler un peu plus en détail du jeu sur demi-terrain ensuite, mais c'est vrai que là-dessus, moi, vraiment très surpris, et je m'attendais pas à prendre du plaisir devant les matchs du 8, pour être honnête, et j'ai bien aimé les quelques-uns que j'ai vus. Mais d'ailleurs, je pense que l'effet surprise, il ne marche pas que pour nous.
On va en reparler peut-être sur les limites de ce style-là, mais j'ai quand même senti sur 2-3 matchs, je me suis quand même posé la question de l'effet de surprise qui leur permet de le jouer à haut volume, ce jeu de relance, cette early offense, et on verra une fois que les équipes seront adaptées. D'ailleurs, le match contre les Spurs a déjà été, je trouve, une première indication. Effectivement, le deuxième point, il est plutôt sur demi-terrain. On a très peu de pick and roll en fait qui sont joués. Pour te donner un ordre d'idée, ils sont à 6,6% de leur play en pick and roll handler et à 2,2% en pick and roll man. Donc en gros, ils jouent, on va dire, 8,8% de leurs actions sur pick and roll, ce qui est excessivement bas, puisque si on prend le 29e de la ligue uniquement sur le pick and roll handler, c'est les Houston Rockets, et ils sont à 13%. Donc ils sont quasiment presque 2 fois moins autour de 2 plays que l'équipe qui en fait le moins autour d'un seul play. Donc ils font vraiment extrêmement peu de pick and roll. Et en fait, ils reprennent, moi je trouve, qu'ils reprennent un peu ce qu'on a vu, tu sais, l'année dernière avec Memphis. Alors certains ont appelé ça la circle offense. En tout cas, c'est l'idée de se dire qu'on va tourner un peu en 5-out autour de l'attaque. On va mélanger un jeu de cut et en fait, quand quelqu'un cut, il ressort à l'opposé et tu as une forme de ronde, tu sais, qui s'installe. Et ce jeu-là a notamment pour objectif de lancer énormément de drive en fait, énormément de drive en isolation ou de drive lancé. Et effectivement, sur le début de saison, c'est la 8e équipe qui fait le plus de drive. Le volume est très très bas, mais juste ça nous indique qu'il y a énormément de drives qui sont générés et ils génèrent énormément d'assists et aussi de turnovers issus de ces drives. C'est-à-dire qu'ils ont un jeu qui est beaucoup plus à risque et je trouve que c'est ça en fait le principal changement qu'on a avec le jeu de Spoelstra, qui a toujours eu un jeu demi-terrain assez conservateur. Spoelstra, c'est un adepte du gain des possessions, c'est-à-dire d'être celui qui touche le plus de possessions. Et pour toucher le plus de possessions, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de très peu perdre le ballon. Et pour très peu perdre le ballon, on prend très peu de risques. Bah là, en fait, le jeu, c'est complètement inversé. Il joue énormément de drive, énormément de prise de risque. Et bah pour le coup, ça fonctionne plutôt bien, parce qu'ils sont au-dessus de ce qu'on attendait. Alors après, il va falloir qu'ils commencent à affronter des vraies équipes. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette attaque demi-terrain? Je te rejoins du coup sur le côté similarité avec Memphis et j'ajouterais un point là-dessus, c'est on sait que l'année dernière c'était cette attaque-là du côté des Grizzlies, elle avait été en partie instaurée par un mec qui s'appelle Noah Laroche et qui on a découvert du coup là je crois que c'est sorti récemment, en tout cas moi je l'ai vu que sur ces derniers jours, mais que Eric Spoelstra avait consulté du coup cette personne-là, Noah Laroche cet été et en partie pour instaurer cette nouvelle attaque du côté du 8. Et visiblement, ça a fonctionné, puisque là, on en parle justement. Et du coup, ouais, ça valide un peu cette thèse de similarité entre ces deux équipes qui sont du coup de l'œuvre de Noah Laroche en partie. Et ouais, les drives, je les trouve vraiment très intéressants, surtout sur les drives dans les corners, où généralement, il y a pas mal de close-out très agressifs dans ces zones-là du terrain, parce qu'on sait que souvent, le joueur qui est dans les corners, c'est un peu le meilleur endroit pour tirer à 3 points parce que c'est la zone qui est la plus proche et là où les pourcentages les plus élevés et généralement il n'y a pas forcément de jeu qui est créé ensuite depuis cette zone là, c'est plutôt une zone pour terminer un peu les actions et il y a pas mal du coup de drive depuis cette zone là pour en partie utiliser les close-out trop agressifs et accéder au cercle et contracter la défense pour pouvoir ensuite mieux ressortir à 3 points un petit peu ailleurs et je trouve ça très 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 intéressant et j'en ai vu aussi pas mal du coup de la part de Bam Adebayo, ce que je pensais pas forcément. Il est souvent dans les corners parce qu'on sait qu'il cherche à développer son tir à 3 points depuis la saison dernière. Il y a une augmentation assez certaine de son volume de tir à 3 points. Et donc il est souvent placé dans ces zones-là. Et je le vois aussi parfois en refuser pour accéder au cercle sur drive. Et j'avais pas souvenir l'an passé de le voir aussi agressif sur drive, refuser aussi des tirs pour accéder au cercle. Et je trouve ça vraiment très intéressant, un peu dans la veine de Wemby qui se recentre, qui soit aussi plus intelligent dans son jeu, surtout quand c'est aussi positif pour son équipe. Effectivement, il y a pas mal de joueurs qui sont assez à l'aise là-dedans. Tu as cité Bam, qui est un bon exemple de ça. Je trouve que forcément, ils ont Norman Powell, qui est un joueur qui est fait pour jouer ce jeu-là. Euh, Très très réactif sur les réceptions et très agressif. Davion Mitchell aussi, qui est pas un très bon shooter, mais qui est plutôt un bon driver pour le coup, qui a une bonne capacité à passer l'épaule et aller au drive. C'est une attaque qui génère beaucoup de chaos en fait. Et donc, parfois, elle peut paraître un peu déstructurée. Il y a une autre équipe qui joue pas mal comme ça, hein, c'est les Bulls, même si les Bulls, je trouve qu'il y a un peu plus quand même de structure de mi-terrain, mais les Bulls jouent aussi pas mal comme ça, et c'est vrai que c'est des attaques qui sont assez fonctionnelles. Et certains joueurs qui se révèlent en plus là-dedans, je pense à Rémi Raquez, c'est un peu le revival de Rémi Raquez, alors lui qui est vraiment utilisé sur de l'isolation, ce qui est assez dingue. Et oui, en tout cas, on est sur quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Moi, je m'étais juste noté, peut-être
Une question, c'est dans quelle mesure ils vont réussir à continuer à jouer ce jeu-là. On sait que Spoelstra aime pas perdre trop le ballon. S'il commence à trop perdre le ballon, est-ce que aussi c'est pas une réponse un peu à l'absence de Tyler Hero, qui est pas là et qui est leur principal générateur de jeu demi-terrain? Et qu'est-ce qui va se passer une fois que les équipes vont commencer à comprendre un peu comment ça fonctionne pour notamment limiter l'early offense à minima? On a déjà vu contre les Spurs qui étaient très attentifs là-dessus, que leur pace est nettement descendu. Ils étaient à 100 pace pour vous donner un ordre d'idée, ce qui était très inférieur à ce qu'ils avaient contre Charlotte par exemple. Voilà, je pense qu'il y a un peu un effet surprise qui joue quand même et on verra si ça continue. Mais en tout cas, c'est clairement un élément à suivre et c'est clairement, pour reprendre le titre du podcast, une Stranger Thing sur ce début de saison. C'est probablement peut-être la plus grosse d'ailleurs de voir le hit jouer comme ça. Je te propose qu'on passe au prochain sujet, si ça te va. Et donc, on reste, je crois, dans la conférence Est, puisque tu voulais nous parler d'une équipe étonnante. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, c'est ça, c'est les Brooklyn Nets. Encore une fois, je parle de mon amour pour les mauvaises équipes de la conférence Est, mais cette fois-ci, il y a une raison à cela. C'est que c'est une équipe que j'adore regarder jouer pour plein de raisons. Je trouve que ça joue très bien au basket. Et pour une raison en particulier, c'est l'audace du coach de Jordi Fernandez qui tente plein de choses et j'aime beaucoup voir ça de la part des coachs des équipes qui sont mauvaises. Et on sait qu'ils vont pas viser grand-chose, ils veulent tanker, ils veulent avoir le plus haut pic de draft, développer des jeunes joueurs, etc. Mais le faire en essayant des choses tactiquement aussi. On sait que la NBA c'est une ligue d'innovation où on tente pas mal de choses, on n'hésite pas à sans cesse trouver un petit peu le point tactique qui va nous faire avoir un avantage sur nos adversaires. Et donc là, je vais même pas parler de l'attaque sur demi-terrain forcément, même si j'aurais plein de choses à dire du côté des Nets. C'est pas forcément la raison pour laquelle j'en parle aujourd'hui, mais c'est plutôt sur leur volonté d'aller chercher les adversaires très haut sur le terrain avec des défenses tout terrain sur les remises en jeu adverses. Et donc c'est encore utilisé quand même un petit peu en gadget, c'est-à-dire qu'on c'est pas quelque chose qu'on va voir ne serait-ce que 30-40% du temps. J'ai pas les stats parce que bon pour ça il me semble qu'il faudrait avoir synergie et dépenser des salaires entiers là-dedans. Donc on va se contenter d'un aspect visuel et, euh, et je les trouve très efficaces là-dedans. Et c'est quelque chose que je trouve très, très positif en général en NBA, la volonté d'aller chercher très haut avec des zones tout terrain sur le parquet, que ce soit du coup des zones presse ou que ce soit même des défenses individuelles tout terrain. Et là on est plus du coup sur de l'individuel du côté de Brooklyn où le but c'est clairement de gagner du temps. Parce qu'il y a une limite de temps pour rejoindre la partie adverse sur le parquet. Et, euh, et du coup, forcément, ça marche. J'ai plein d'exemples du côté de Brooklyn où ça marche, où ils arrivent à créer des pertes de balles sur les relances adverses. Donc, les joueurs ont 5 secondes pour faire la passe à un coéquipier après un panier marqué. Et plusieurs fois, je les ai vus créer du coup des pertes de balles alors que le terrain n'était même pas rentré sur le terrain grâce à une grosse activité. Voilà, on va chercher très haut le joueur, on n'hésite pas du coup à le coller et à être très agressif, parfois au bord de la faute. Mais visiblement, ça marche tant qu'on reste dans les limites des règles. Et c'est le cas pour tout le monde. Le marquage, il est totalement individuel, que ce soit même sur les joueurs du coup dans l'autre partie du terrain, que ce soit les pivots aussi, etc. Voilà, je trouve ça très intéressant de la part d'une équipe qui du coup utilise un peu ce qui est là pour ressortir un petit peu, parce qu'ils n'ont pas forcément le matos ou des excellents défenseurs. Mais là, du coup, par un système tactique, on essaye d'innover un petit peu. Je trouve ça très intéressant. Ce qui est intéressant en plus autour de cet élément-là, c'est que c'est quand même un mouvement qu'on voit, tu sais, en NBA là, depuis 2 ans. La montée des presses tout-terrain, qui est clairement quelque chose qu'on voit énormément en Europe, notamment dans le jeu FIBA, on en voit énormément instauré. Je pense que le premier moment où on s'est dit là il y a un vrai mouvement de fond, c'est avec Minnesota, notamment dans la série contre Denver il y a 2 ans, où ils avaient harcelé Jamal Murray pendant tout le match sur cette presse tout-terrain. On a eu aussi une équipe l'année dernière qui était très forte sur cette presse tout-terrain, c'était OKC pour le coup, qui avait tendance à énormément mettre de pression sur le porteur. Et t'as raison, on commence à avoir en fait d'autres équipes. On a presque l'impression qu'on est sur le début de la diffusion. Et ce qui est intéressant quand on est sur le début de la diffusion, c'est que du coup, il y a des équipes qui vont parfois même un peu plus loin, qui tentent de nouveaux trucs. Et c'est ce que tu nous dis avec les Nets qui sont vraiment dans l'hyper-agressivité sur cette presse tout-terrain, quoi. Ouais, exactement.
Et j'ai même des exemples du coup de presse tout terrain, mais par zone. Enfin, je vais expliquer ça parce que c'était vraiment surprenant. Mais j'ai vu une action en particulier enfin, en tout cas, moi, j'avais jamais vu ça. Au basket, c'était face à Houston, où on décide tout simplement d'aller trapper Rich Shepard, mais dès qu'il a atteint un certain endroit du terrain. Donc c'est une sorte de défense tout terrain, mais à partir d'un certain endroit, donc une moitié de tout terrain, on va dire. Et bon, du coup, pour le coup, ça n'avait pas marché. Parce que Ok. Rich Shepard a vu la vision du jeu pour sanctionner un peu la défense. Ah, c'est la fameuse Mais passe qu'il fait en grande diagonale là, à l'opposé, c'est ça? ouais, c'est Ouais. ça. Avec deux joueurs qui vont sprinter totalement sur lui de manière très agressive dès qu'il a franchi le pas au-delà d'une certaine zone. Le reste de la défense est en individuel, avec du coup un joueur qui se retrouve en 2 contre 1, qui était Day'Ron Sharpe, qui devait un petit peu choisir où se positionner entre protéger le panier ou du coup laisser un joueur qui était au corner opposé. Et c'est là que Rich Shepard a eu l'intelligence et la vision du jeu et aussi la rapidité d'exécution pour les servir ce mec-là. Mais en tout cas, c'est un système, une défense que j'avais jamais vu et ça m'a surtout fait penser aux relances de balles dans le foot. Et je trouve ça très intéressant de voir un petit peu ce parallèle avec aussi du coup tout ce pressing individuel qui se généralise aussi dans le football avec les sorties de balles qui sont de plus en plus travaillées. Et, euh, et du coup, là on a aussi des mélanges de défense individuelle, défense de zone, où on a souvent voilà, des joueurs qui viennent presser le gardien, et du coup, de l'individuel sur le haut de la zone adverse, et puis des défenseurs qui acceptent parfois même d'être en infériorité numérique au-delà de la ligne médiane, en essayant de jouer un petit peu le hors-jeu, des défenseurs qui peuvent se retrouver en 2 contre 3, etc. Et ben là, c'est un petit peu pareil, c'est vraiment les mêmes schémas de jeu qui tentent euh, de se non je trouve pas mon mot. Transférer, en tout cas de voilà, reproduire, quoi, qui tente de reproduire, exactement. ouais. Et ouais, moi j'ai vraiment kiffé un petit peu trouver les ressemblances entre ces deux sports-là. Et c'est aussi du coup le début un peu de ce que tu décris, hein. En fait, c'est des trappes hein, qu'on voit très peu en NBA, les systèmes de trappes pour le coup qui sont. Mhm. On voit beaucoup de edge, là c'est plutôt sur du pick and roll, mais la trappe c'est vraiment l'idée d'être sur la montée de balle, de se servir notamment de la ligne de fond, pardon, de la ligne médiane ou des lignes de touche, comme d'un troisième défenseur et de générer des trappes à ces endroits-là. Effectivement, on va pouvoir voir si ça se développe encore plus et si on en voit encore plus. Tu vois, il y a d'autres choses à dire sur les Nets ou est-ce qu'on passe à notre dernier sujet? Non, je pense que voilà, c'était juste un petit point tactique, C'était un petit bonbon. une dernière petite bizarrerie. Et ben, je te propose pour finir, dans le petit temps qui nous reste, qu'on parte cette fois-ci conférence Ouest et qu'on parle de DeAndre Ayton aux Lakers. C'est bon début de saison d'ailleurs des Lakers malgré les blessures hein, qui sont pas si mal, je crois qu'ils sont en 4-2 maintenant pour le coup. Alors forcément quand on parle des Lakers on a envie de parler d'Austin Reeves et de Luka Doncic qui sont absolument incroyables l'un et l'autre dans leur registre, mais je vais plutôt me concentrer sur DeAndre Ayton parce qu'en fait je pense qu'une bonne partie de pourquoi Luka et Austin Reeves sont aussi bons, elle est aussi liée à DeAndre Ayton, parce qu'en fait pour l'instant ça marche plutôt bien, en fait l'intégration d'Ayton. Ce qu'on avait vu la saison dernière côté Lakers après le trade de Luka, c'est qu'on avait un gros problème, c'était la question du rollman. Le problème c'est qu'ils n'avaient pas de rollman et notamment pas de joueurs de short roll, et du coup il y avait énormément de pression qui était mise sur les porteurs de balles et globalement l'attaque avait bien marché, mais en tout cas elle avait peiné en playoff pour cette raison-là. Et ben DeAndre Ayton qui sort quand même, disons-le, hein, de 2 saisons assez médiocres côté Portland. Et bah pour l'instant ça fonctionne plutôt bien en fait parce que Luka notamment mais aussi Austin Reeves ont beaucoup de facilité à le trouver sur le short roll et que sur le short roll justement il est assez performant. Depuis le début de saison, alors dans le fait qu'il soit performant, il y a des choses qui m'inquiètent un peu. En fait, il prend énormément de mi-distance. Il punit énormément sur le short roll à mi-distance. C'est l'intérieur qui prend le plus de mi-distance depuis le début de la saison. Mais il se trouve qu'il a 64% sur les mi-distances, donc ça va forcément descendre. On sait que c'est un joueur qui a un bon toucher de balle. Hein. Il n'y a rien de nouveau. Mais là, on est particulièrement haut. Mais globalement, en fait, ça a permis aux Lakers d'intégrer un élément qui va venir punir les mismatchs et notamment punir les switch ou les edge, et ça fait une différence qui est énorme. Pourquoi je le mets un peu dans mes bizarreries? Parce qu'en fait, j'ai eu pas mal d'inquiétudes pendant la pré-saison et pendant le premier match, où j'ai trouvé qu'Ayton trouvait pas du tout sa place et manquait énormément d'agressivité. Et d'ailleurs, il y a une déclaration qu'il a fait aux sorties du premier match où il a dit « Mais en fait, je comprends que c'est bizarre de jouer avec moi et je déteste les joueurs, tu sais, qui se regardent un peu jouer comme ça et qui disent « Mais en fait, moi, je suis un joueur spécial, regardez-moi jouer, c'est différent, il faut que les gens s'adaptent. » En fait, non, c'est lui qui s'est adapté pour l'instant. Et donc ça fonctionne bien pour cet élément-là. Il y a quelques limites, c'est qu'on voit bien qu'il aime pas trop enfoncer.
Mais son passing finalement est plutôt fonctionnel sur les short rolls. Il est plutôt bon sur la finition. Bon, on verra ce que ça donne. Il a plutôt une bonne qualité d'écran. Toi, quel avis t'as sur Ayton là, peut-être pas sur le début parce qu'il y a eu peu de matchs, mais quel avis t'avais sur son arrivée aux Lakers? Moi, j'étais assez intrigué, en partie, comme tu as dit, parce qu'il y avait 2 saisons un petit peu compliquées et dont on n'avait pas vu grand-chose du côté d'Ayton, parce qu'il y avait eu des blessures. Il y a eu des moments où même où il jouait pas parce qu'on préférait d'autres pivots à sa place du côté de Portland. Mais j'ai pas encore pu regarder les Lakers, j'ai pas encore eu ce temps-là, mais je me pose une question, du coup, en voyant un peu le fit avec Luka. On dit souvent que Luka a besoin d'une menace verticale à ses Ouais. côtés. Parce que du côté des Mavs, il avait du monde là-dedans. Et ouais, je me demande, est-ce que tu penses que la complémentarité avec Luka dans ce registre-là, elle peut être complétée du coup par un joueur comme DeAndre Ayton, ou est-ce qu'il va falloir chercher cette menace verticale un petit peu ailleurs avec d'autres joueurs de l'effectif? Alors c'est vrai que effectivement, alors Jackson Hayes, je trouve apporte plutôt bien cette masse verticale. Moi j'aime plutôt bien ce que fait Jackson Hayes depuis que Redick est arrivé. Sauf que c'était beaucoup trop difficile en étant un starter, mais je trouve que c'est un bon remplaçant et il l'apporte bien. Il l'apporte pas tant pour l'instant sur le rôle. Par contre, il l'apporte beaucoup en étant dans le dunker spot où là pour le coup, la pression verticale qu'il exerce donne beaucoup de liberté à Austin Reeves et à Luka Doncic. Et on a bien vu qu'effectivement, le peu de fois où le défenseur a envie de lâcher DeAndre Ayton, il se fait punir. Parce qu'en fait, Ayton est peut-être pas un joueur qui est capable d'aller chercher le lob en course, comme peut le faire Victor par exemple, très bien, mais par contre en position arrêtée, il n'y a aucun souci, et en plus il a des bonnes mains pour pouvoir finir là-dessus, et donc pour le coup ça fonctionne plutôt bien. Je pense que on verra ce que ça donne. Je trouve que pour l'instant, ce qui est cool, c'est qu'en fait, du coup, les Lakers ont une rotation sur le poste de pivot qui est fonctionnelle et qui leur permet de jouer tout le temps avec un pivot. Ce qui, quand tu es avec Austin Reeves et avec Luka Doncic, c'est bien. Je pense que ça serait bien de rajouter un troisième pivot qui est un peu un mi-chemin entre les deux, en termes de niveau de jeu, hein, je parle. Je suis pas sûr qu'en fait, il y a besoin d'aller chercher un meilleur pivot qu'Ayton. La seule question que je me pose, c'est que pour l'instant, sa défense, elle est viable, mais elle a rien d'incroyable. Et on sait que JJ Redick joue beaucoup en switch. Et j'ai peur que dans des matchs compliqués, on ait un peu le même phénomène que l'année dernière en playoff, c'est-à-dire qu'il préfère jouer sans pivot, et auquel cas tu perds cette compétence-là. Parce qu'en fait, DeAndre Ayton, il n'est pas assez fort sur la défense de drop pour que tu te dises j'abandonne ma défense de switch et je défends en drop en fait. Et donc, faudra voir s'il est viable et si on lui fait confiance jusque-là, quoi, tu vois. C'était plutôt ça mon point d'étonnement. Mais je suis plutôt content, pour le coup, de ce qui se passe avec Ayton, alors que j'avais quand même des doutes, notamment sur cette relation-là et cette envie d'Ayton d'être un peu trop un fort joueur, mais pour l'instant, il se plie plutôt bien au jeu. Et il faut quand même dire, alors en plus, LeBron va revenir, je pense que normalement, le job de rollman aux Lakers demande pas grand-chose. Je pense qu'il faut un joueur qui est pas trop mauvais, tu vois, sur effectivement le mi-distance, que c'est un point important s'il y a du edge très fort. Il faut un passing à peu près fonctionnel pour juste en fait enlever un peu de pression sur le edge, parce qu'après tout est facile en fait. Même un Jackson Hayes, il peut finir quand t'as 3 créateurs de ce niveau-là. Enfin, je pense qu'il y a aucune équipe en NBA qui a 3 créateurs de ce niveau-là. Et juste avec 2, déjà, on voit que l'attaque, elle est plus que très fonctionnelle. Donc ça sera intéressant à suivre. Et c'était donc notre dernier point d'étonnement. On va conclure, du coup, ce podcast Stranger Things sur ça. Peut-être est-ce que tu avais une ou deux mentions que tu t'étais mise de côté, que tu avais envie de citer, ou pas spécialement, et on peut conclure là-dessus. Non, je pense qu'on aurait pu parler du Jazz aussi. Ouais. J'ai vu que tu avais fait un trade très récemment sur le cas de Walker Kessler. Et je pense que Kessler, c'est mon chouchou après Wemby sur ce début de saison, le joueur que je préfère regarder. Et ouais, non, l'attaque du Jazz qui est toujours assez intéressante. Et puis la transformation de plusieurs joueurs. Donc voilà, de mon côté, j'aurais pu aussi parler du Jazz. Toi, est-ce que tu as d'autres petites recommandations comme ça? Bon, j'aurais bien aimé parler des Bulls, je l'ai pas fait parce que j'ai l'impression d'en parler trop souvent et que c'est pas une top équipe non plus, mais je trouve que ce qui se passe côté Chicago est juste dans le prolongement de ce qu'on a vu la deuxième partie saison dernière. Évidemment, ils vont pas rester aussi haut, mais c'est un plaisir de les voir jouer, l'attaque est très bien. Et puisqu'on parle de chouchou, moi mon chouchou c'est Matas Vuzelis, que j'adore regarder jouer, qui se trouve être un genre assez génial, et on verra un peu ce que ça donne. Oui. Non, d'ailleurs, tu as parlé en début d'épisode que Willou avait fait un petit laïus à la fin d'un épisode sur Wemby, mais il en a fait un aussi sur Matas Vuzelis. Ah ok, d'accord, ok. Donc, ouais, visiblement, il a les mêmes goûts que toi en basket.
Et ben on invitera Willou pour parler basket s'il le souhaite au fur et à mesure de la saison. En tout cas, on espère que cet épisode vous a plu. C'est un format un peu différent où on enchaîne un petit peu plus les takes. On est curieux du coup d'avoir votre retour. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit like, voire même à partager le YouTube. Ça nous aide beaucoup en fait à nous développer et c'est le mieux que vous puissiez faire. À mettre un petit commentaire aussi pour le référencement, mais surtout pour nous dire un peu ce que vous avez pensé de tout ça. Et on est curieux de savoir, est-ce qu'on serait passé à côté de choses étonnantes qui sont à noter et que vous auriez aimé qu'on voit, voire qu'on traite dans un prochain podcast. En tout cas, restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler. À plus!